Collègues, bonsoir. Nous allons débuter cette séance du Conseil municipal. Et je vous remercie tout d'abord de bien vouloir accueillir Virginie Fontaine, qui va désormais siéger au sein de notre Conseil municipal. J'évoquerai tout à l'heure, dans mes quelques propos introductifs, sa venue. Et formellement, je vais désormais procéder à l'appel des membres pour m'assurer du quorum. Donc Franck Louvrier présent, Laurence Briand présente, Jean-Philippe Dupuis présent, Daniel Rival présente, Xavier Lequéré, je pense qu'il va arriver, il y a un peu de circulation, Annabelle Garand, présente, Christophe Mathieu, Delphine Fillou a donné son pouvoir à Jean-Philippe Dupuis, Bruno Misset, présent, Sophie Massard, Bertrand Plouvier, présent, Sophie Douchin, Nicolas Père, Nathalie Hazard, Bruno Denis, Sophie Peureux, Jean-Yves Levédé, Caroline Glon, Karine Chalier, Jean-Christophe Perriot a donné son pouvoir à moi-même, Stéphane Burban, Anne-Laure Berry, Sandrine Levouedec, Philippe Mandin, Virginie Fontaine, Jean-Yves Gontier, Marina Marchais, Luc Daumeau, Gilda Ménard, Laetitia English, présente, Caroline Leroux a donné son pouvoir à Jacques Renaud, et Anne Boyer a donné son pouvoir à Marina Marchais. Donc nous avons la condition du quorum qui est donc remplie. Je sollicite Anne-Laure Berry pour prendre la charge du secrétariat de cette séance et je la remercie d'accepter. Donc avant tout, on a l'approbation du procès-verbal de la séance précédente, celle du 28 juillet 2023, qui a donné lieu à relecture préalable. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations par rapport à ce procès-verbal de la précédente séance ? Si on n'a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Le procès-verbal est adopté donc du Conseil municipal du 28 juillet 2023. En préambule de ce Conseil municipal, je voudrais, comme je l'ai précisé tout à l'heure, accueillir parmi nous une nouvelle élue au sein de notre Assemblée, Virginie Fontaine. Après le départ de Pascal Maby, vous la connaissez tous. Nous l'avions en effet nommée comme coordinatrice en 2021 de l'année du cheval pour la ville de La Baule, tâche qu'elle aura accomplie avec succès. Virginie sera notamment en charge lors de ce municipal du nouveau cimetière animalier après la modification effectuée par Daniel Rival et toute son équipe du plan local d'urbanisme qui nous permet enfin d'entamer concrètement la réalisation de ce projet. C'est un projet, on verra, il y aura peut-être d'autres choses aussi. Je lui souhaite bien évidemment la bienvenue dans la nouvelle mission d'élu au service des Bauloises et des Baulois. Vendredi 11 août dernier a été publié au cœur de l'été l'arrêté préfectoral validant le surclassement démographique de notre ville. Déjà intégré dans la catégorie des communes de 40 000 à 80 000 habitants, nous venons d'entrer dans celle supérieure de 80 000 à 150 000 habitants. Je m'explique, La Baule et Scoublac, comme de nombreuses cités balnéaires qui voient leur population croître, notamment de manière exponentielle au moment des périodes de vacances et de la saison estivale, bénéficient d'un statut de surclassement de population vis-à-vis de l'État. Cela signifie qu'après un comptage rigoureux, qui a duré quelques mois, qui intègre la population INSEE, le nombre de couchages recensés en résidence secondaire, en hôtellerie, le nombre de places en camping, les anneaux au port, etc., les services de l'État considèrent que la population de notre commune est supérieure à 80 000 habitants, exactement 80 368. Nous pouvons dire que là, véritablement, La Baule et Scoublac entre dans la cour des grandes villes. Cela nous situe en effet théoriquement à la 58e position dans le classement des villes françaises, en fonction de leur population, juste devant la sous-préfecture de l'Hérault, Béziers, et ses 78 683 habitants, et juste derrière Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine, avec 82 074 âmes. À titre de comparaison, Saint-Nazaire est en 71e position, avec une population de 71 887 résidents. Cette reconnaissance par l'État d'être la deuxième ville du département après Nantes marque une étape significative dans l'évolution de la commune et témoigne de son attractivité et bien évidemment de son développement. De station, elle est véritablement devenue une ville balnéaire avec de l'activité à l'année. Cette démarche s'inscrit dans la normalisation de la situation administrative de notre ville des 4 saisons, comme l'écrivait déjà il y a quelque temps Olivier Guichard, ce qui va lui permettre que ces demandes soient considérées à la hauteur de sa dimension
démographique. Plus précisément, si notre dotation globale de fonctionnement, ce qu'on appelle DGF plus communément, ne bougera pas, nous disposerons en revanche de moyens supplémentaires en matière de personnel d'encadrement, mais surtout, ce statut nous permettra d'obtenir plus facilement, et je l'espère, des soutiens financiers sur nos grands projets, de pérenniser des renforts en matière de sécurité, même si 2024 s'annonce exceptionnellement compliqué avec la tenue des Jeux olympiques et paralympiques, ou être aussi regardé par l'Agence régionale de santé, pas uniquement comme une ville de 18 000 habitants, alors que nous sommes touchés, comme dans tout notre pays, par un phénomène de désertification médicale. Ce surclassement officialise le nouveau statut de La Baule-Escoublac en tant que ville de tout premier plan de la région des Pays de la Loire, d'envergure équivalente à celle d'une sous-préfecture. Cette progression reflète non seulement l'attrait de la commune, mais également les efforts constants de la municipalité depuis 2020 pour développer et renforcer ses infrastructures afin d'offrir un environnement de qualité à ses résidents. Vivre et travailler au pays des vacances est un concept qui devient réalité. Même s'il reste encore le mois de septembre, la saison va vers sa fin et ce conseil municipal est l'occasion d'en dresser un rapide premier bilan global. Une fois encore, nos renforts de sécurité ont été très présents sur la ville. À titre d'indication, la CRS 41, avec les renforts de police nationale et l'appui de la police municipale, a rempli parfaitement sa mission. Nos nageurs sauveteurs que je rencontrais ce matin ont été confrontés à de fortes incivilités sur la plage. Au mois d'août, du 31 juillet au 20 août, ce sont 1850 avertissements verbaux, des verbalisations notamment pour consommation de stupéfiants, mais aussi 414 soins bénins, 12 sauvetages et 4 accidents graves, seulement sur la semaine du mois d'août, les 2 premières semaines du mois d'août. 3 premières semaines du mois d'août. Du côté de l'activité touristique, l'Office intercommunal nous a fourni ces données pour la période allant à peu près sur la même période du 1er au 17 août inclus, soit les 2 tiers du mois. Alors qu'à mi-parcours fin juillet, nous avions, et nous l'avions évoqué au dernier conseil municipal, un sentiment mi-figue, mi-raisin avec une petite baisse de fréquentation, cette tendance semble s'être légèrement inversée. Si le nombre de nuitées enregistrées connaît sensiblement le même résultat qu'en juillet, le nombre d'excursions comptabilisées est quant à lui au même niveau que l'année passée, avec une excellente année post-Covid. Nous retrouvons ainsi le niveau habituel de fréquentation sur le territoire, ce qui est bon signe puisque son attractivité est ainsi confirmée. Par ailleurs, les nouvelles tendances observées en juillet se confirment aussi. Explosion des séjours courts et des réservations de dernière minute, diminution conséquente du panier moyen chez les restaurateurs notamment, exigence nouvelle de consommateurs sur les rapports qualité-prix, autre tendance qui se vérifie, le recul des locations saisonnières meublées, type Airbnb et Airbritel. En juillet, le taux d'occupation moyen sur la commune a été de 54%, soit moins 8% par rapport à l'année dernière, qui est à 62%. Et la période d'août observée, c'est 66% de taux d'occupation moyen, soit 10 points de moins par rapport à 2022. Même si, je répète, 2022 était une excellente année, n'est pas toujours l'année de référence à laquelle il faut comparer l'activité touristique. La fréquentation estivale, c'est également celle des animations et des spectacles, avec de ce côté de nombreux motifs de satisfaction. Je ne reviendrai pas sur les réussites indéniables des 2 feux d'artifice et des 5 nocturnes du marché, malgré une météo parfois contraignante et contrariante surtout. L'exposition d'été à la Chapelle Sainte-Anne, consacrée cette année au dessinateur de presse Plantu, a connu un véritable succès, avec plus de 29 000 visiteurs à ce jour, alors qu'il reste encore en place, elle reste encore en place une semaine. C'est pratiquement le double de celle de la saison précédente qui avait déjà retenu un succès Gainsbourg, l'homme à la tête de l'art. Cela atténue largement les petites érosions constatées sur la fréquentation du musée Boesch et du Petit Théâtre du Mardi. L'exposition Jean Salat et l'artiste en résidence Elisabeth Lincoln ont reçu 6 608 visiteurs. Quant au spectacle pour enfants, alors qu'il avait attiré l'année dernière en moyenne 300 spectateurs par représentation, il n'y était que 250 cet été, avec, il est vrai, une soirée annulée en raison de la pluie. En revanche, la fréquentation du cinéma municipal du centre-ville, le Gulfstream, a explosé. Et vous imaginez, pas uniquement par le succès des films américains, mais aussi grâce à la météo. En juillet, 17 002 cinéphiles exactement s'y sont pressés, soit 7 500 de plus qu'en 2022.
Et ils étaient 14 165 au 20 août contre 10 433 sur le mois complet l'année dernière, soit 3 700 de plus, alors qu'il reste encore 10 jours d'exploitation. Même si la météo y est un peu pour quelque chose, surtout en juillet, c'est aussi la confirmation d'un retour depuis le début de l'année, ça c'est une très bonne nouvelle, des spectateurs dans les salles obscures, constat aussi bien local que national. Nous ne pouvons que nous en féliciter, alors que nous allons inaugurer prochainement un nouveau rendez-vous de fiction et de documentaire, comme nous le verrons tout à l'heure. Surtout, une immense satisfaction nous vient de l'utilisation réinventée avec bonheur de la scène du Parc des Dryades, qui a été utilisée tout au long des 2 mois avec une offre de spectacle éclectique, à même satisfaire tout le monde. Le jazz, avec l'incontournable La Baule Jazz Festival, même si les conditions météo l'ont contraint à se déplacer exceptionnellement au Floralie. La chanson française, avec la confirmation des Dryades estivales. La musique pop-rock, avec un hommage au groupe Queen et la soirée années 80. La musique classique, avec la création des rencontres musicales de La Baule. La comédie et le stand-up, avec une première, l'apparition de la Baule Comédie qui a rempli l'amphithéâtre. Ces spectacles ont attiré 1200 personnes en moyenne, avec en record 1700 entrées, notamment pour le concert de Benjamin Biolay. Ils ont permis de faire honneur à cet écrin de verdure pour son centenaire. Nous ne pouvons là encore que nous réjouir de cette réussite grâce à l'engagement de toute l'équipe d'Atlantia et des services de la ville. Je sais que ces succès ont donné des idées à d'autres qui vont ainsi continuer de nous permettre d'utiliser davantage ce magnifique endroit tout en étoffant l'offre. Au final, si l'on prend un peu de recul et qu'on observe le fonctionnement de notre économie touristique depuis le début de l'année, il semble déjà évident que notre destination suscite moins de séjours longs, comme naguère, mais des passages plus courts et plus fréquents, surtout si la météo s'y prête et aussi en fonction de l'offre culturelle. Ainsi, nous avons eu de nombreux exemples de visiteurs qui ont organisé un séjour de quelques jours à La Baule en fonction de tel ou tel concert ou telle animation. Bref, dans la continuité du surclassement, nous sommes dans le développement d'une activité à l'année, comme nous le voulons depuis 3 ans. Voilà ce qu'il en est sur les quelques éléments de l'activité. Et puis, je vous propose bien évidemment d'aborder tout de suite l'examen des délibérations. Nous avons une dizaine de délibérations et je vais proposer de prendre la parole de Christophe Mathieu sur la première délibération qui est l'approbation de la convention avec le comité des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pour le relais de la flamme olympique. Merci beaucoup. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. En préambule à l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, qui auront lieu en juillet et en août 2024, la flamme olympique sera allumée à Olympie le 16 avril 2024, selon le rituel perpétué depuis les Jeux de 1928. Puis après un relais de 12 jours en Grèce et une traversée de la Méditerranée au bord d'un 3 mois, construit à Nantes, le Belém, la flamme arrivera officiellement en France le 8 mai 2024. Elle démarrera alors un périple qui lui fera traverser 65 villes en 68 jours. Annonçons ainsi le retour des Olympiades en France après 100 ans d'attente, marquant le début des festivités sportives continues à travers tout le pays pendant plusieurs mois. Sur notre territoire local, entre Loire et Atlantique, 5 collectivités locales ont manifesté leur intérêt auprès de l'association Paris 2024. Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, le COJO. La communauté de communes du Pays d'Ancenis et 3 communes, Saint-Sébastien-sur-Loire, Vertou et Basse-Goulaine, pour accueillir le relais et le passage de la flamme, et la Baule-Escoublac, qui s'est positionnée en tant que ville-étape. Les 5 parties se sont rapprochées vues d'organiser leur collaboration dans ce cadre et décidé de conclure une convention. En parallèle, elles ont également décidé de souscrire des conventions bipartites, arrêtant leurs limites de prestations respectives. Aussi, les collectivités, parties prenantes, s'engagent mutuellement à des actions telles que les endroits contreparties accordés aux collectivités par le COJO Paris 2024, leur contribution pour participer à la réussite du relais de la flamme sur le territoire, le principe de coopération mutuelle, les obligations et prérogatives pour Paris 2024. En qualité de ville-étape, la ville de La Baule-Escoublac doit accueillir le relais en fin de journée pour une parade dans les rues, puis une célébration active, gratuite et ouverte à tous. Composée d'animations sportives et culturelles,
La commune constitue ainsi le dernier point culminant de la journée avec la cérémonie du chaudron et à ce titre au centre du dispositif du relais de la flamme. Une contribution financière est demandée à chaque collectivité et versée au COJO Paris 2024. Pour la ville de La Baule-Escoublac, cette dernière s'élève à 60 000 € sur 2 ans, soit 30 000 € en 2023 et la même somme en 2024. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention détaillant l'ensemble de ces dispositions. Merci, monsieur le maire. Merci Christophe Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette première délibération? On a eu l'occasion déjà d'évoquer le sujet plusieurs fois, avec la concordance, comme vous le savez, des temps, qui est le hasard du calendrier, mais comme on dit, la baraka fait partie de la bonne gestion, c'est que le passage de la flamme a lieu la veille du jumping international de l'officiel de France. Donc on aura le 5, le passage de la flamme, le 6, le 7, le 8, l'officiel de France, ce qui nous permettra sans doute que la flamme soit accueillie par l'équipe de France d'équitation qui participera ensuite aux Jeux Olympiques. Mais il n'y aura pas que le sport équestre, bien évidemment, qui sera mis en lumière lors de cet événement du 5. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous en prie, Madame Marchais. Je vous remercie, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Il est entendu que la délibération de ce soir ne porte pas sur la pertinence ou pas de cet accueil de la flamme olympique. On nous demande précisément d'approuver la convention entre la ville de La Baule et le comité des Jeux olympiques et paralympiques. Cette convention mentionne le coût pour la ville de 2 fois 30 000 € et précise que l'intégralité des frais annexes seront portés par la ville, à savoir les moyens techniques et humains, la sécurité, l'animation. La convention comprend 4 annexes, dont une manque, à savoir le cahier des charges qui détermine les contributions spécifiques de la ville de La Baule-Escoublac et qui détaille très certainement les obligations qui seront les nôtres. Sans cette annexe, il m'est impossible de me faire une idée du coût réel de ce projet dans sa globalité, puisque la ville devra se conformer aux directives du comité et que je ne les connais pas. Prise en charge de l'organisation administrative et pilotage des réunions du COPIL, communication, animation, sécurité, moyens techniques, matériels et humains, et difficultés logistiques à prévoir pour faire circuler un cortège de caravanes publicitaires, ainsi que les médias, ainsi que les services de sécurité. En l'absence de ce cahier des charges et de ces préconisations, je m'abstiendrai de valider ce qui s'apparenterait pour moi, personnellement, à signer un chèque en blanc. Est-ce que je veux la flamme olympique à La Baule? Oui. À n'importe quel prix? Non. Je m'abstiendrai, monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais laisser la parole après Christophe Mathieu. Christophe Mathieu. Donc, je vais répondre aux questions. Donc, la flamme olympique, pour parler de la 4e, l'annexe que vous n'avez pas reçue, personne ne l'a reçue. Donc, pour l'instant, on attend tous cette annexe. Pour le support des frais, déjà en concertation avec les autres villes, ça sera donc les villes ensemble qui vont participer à tous les frais. Et chacun dans sa ville, puisque la flamme passe toute la matinée donc sur le département, viendra et prendra en charge toutes les dépenses. Et pour le soir, puisque c'est le chaudron, c'est exactement la même chose. Ça sera partagé par toutes les villes qui ont participé au parcours de la flamme. Jusqu'à maintenant, puisqu'on est encore en train de discuter par rapport à tout ce qui va se mettre en place, puisque tout n'est pas encore en place par le COJO déjà. Donc, c'est compliqué de répondre complètement à la question. Merci beaucoup. Je propose qu'on mette aux voix la délibération numéro 1. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération numéro 2, qui est l'approbation de la convention, justement, pour le relais de la flamme olympique avec les villes traversées. Je redonne la parole à Christophe Mathieu. Merci, monsieur le maire. Le passage de la flamme olympique à La Baule-Escoublac vient d'être évoqué avec la présentation et la validation d'une convention nous liant avec le comité d'organisation des Jeux olympiques. La communauté de communes et les 3 villes du département de Loire-Atlantique qui seront traversées par le relais de la flamme lors de l'étape entre Loire et Atlantique. Notre commune sera ville-étape et collectivité chef de file dans notre département et chargée de la coordination et l'ensemble des actions proposées par la collectivité territoriale traversée et devra faire part de l'organisation retenue auprès du relais de la flamme olympique.
Pour cela, une convention doit préciser les engagements des communes de Saint-Sébastien-sur-Loire, Vertou et Basse-Goulaine, ainsi que la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Sur l'organisation du relais de la flamme lors de son passage en Loire-Atlantique, il y est notamment rappelé que chacune des communes signataires est responsable de l'ensemble du dispositif d'animation. Il vous est proposé d'approuver la convention jointe et projet de délibération et d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à la signer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette délibération numéro 2 qui découle de la délibération numéro 1 ? S'il n'y a pas de questions particulières, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Cette délibération est adoptée. Délibération numéro 3, qui est l'approbation de l'avenant au contrat de délégation de service public portant sur la restauration municipale avec la SPL Restauration Presqu'île. Alors, il y a des déports sur cette délibération, notamment Bertrand Plouvier, Karine Chalier, Jean-Philippe Dupuis, Nathalie Hazard, Xavier Lequiré, Caroline Leroux et Anne Boyer. Et je demande donc à Monsieur Bruno Denis de pouvoir la rapporter. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc, par délibération en date du 24 juin 2022, le conseil municipal a autorisé Monsieur le maire à signer le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation du service de restauration municipale, qui a ainsi été confié depuis le mois de juillet 2022 à la société publique locale Restauration Presqu'île. Après un an d'exploitation, la SPL Restauration Presqu'île et la ville et le CCAS se sont concertés afin de convenir d'un certains ajustements stipulés dans l'avenant numéro 1 qui est joint à la délibération et qui concerne les points suivants. Tout d'abord, un menu unique sera désormais proposé aux enfants des écoles maternelles et élémentaires. Ensuite, une harmonisation des modalités de facturation au CCAS est nécessaire vis-à-vis de celles qui sont pratiquées pour la ville. Ensuite, les prestations proposées aux usagers du CCAS sont mises à jour. L'ensemble des régimes spéciaux prévus par le livret 3 n'est pas proposé car les menus produits à faible teneur en sel et en sucre répondent déjà aux spécificités des usagers. Enfin, les prestations proposées aux utilisateurs du restaurant administratif seront mises à jour en modifiant le nombre de composants du repas. Et pour terminer, les conditions d'utilisation de la cuisine satellite de l'école Paul Minot par la MJC dans le cadre des activités périscolaires sont précisées. C'est la raison pour laquelle, chers collègues, il vous est proposé d'approuver l'avenant numéro 1 prévoyant notamment les mises à jour qui viennent d'être énoncées et d'autoriser Monsieur le maire à régulariser cet avenant numéro 1. Merci, Monsieur le maire. Merci, Bruno Denis. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette délibération ? Oui, Madame English. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Une petite observation, alors qui ne porte pas sur le fond de la délibération, mais sur la forme. Nous sommes surpris que cette délibération, en fait, n'ait pas été abordée dans le cadre de la SPL et qu'il n'y ait pas eu de commission d'organiser à ce sujet, puisque, a priori, les faits ont été évoqués dans le cadre d'une commission restauration scolaire pour la partie qui concerne l'organisation des écoles maternelles et élémentaires, mais cette nouvelle disposition n'a pas été abordée dans le cadre de la commission SPL Restauration. Donc sur la forme, on est un petit peu surpris. Sur le fond, en ce qui concerne le menu unique, on est un petit peu étonné, mais si c'est la volonté des parents, on s'incline. Merci. Merci Madame English. Madame Marchais. Oui, merci Monsieur le maire. Je rejoins Madame English sur pas mal de points. Et mon inquiétude concernant cette délibération qui est pas très explicite et un petit peu ambiguë était notamment au niveau des repas spécifiques pour les bénéficiaires du portage de repas du CCAS. Je me suis donc permis de me tourner vers Monsieur Plouvier pour avoir plus d'éléments. Il s'agit de supprimer effectivement les menus spécifiques, mais les personnes concernées auront toujours des plats qu'elles pourront choisir et qui correspondront à leur régime alimentaire. C'est ce que Monsieur Plouvier m'a assuré. Donc cette proposition, eh bien, on vote pour. Monsieur Plouvier. Monsieur le maire, mes chers collègues, tout d'abord, donc il y a deux points qui ont été évoqués. Le premier concernant les enfants. Alors je tiens à préciser, le menu unique, en fait, il existait déjà au niveau du plat de restauration. Ce qui a été changé à la demande des parents d'élèves, c'est d'avoir une entrée. Avant, en fait, on produit 700 repas par jour et je vais vous donner un exemple. On donnait globalement 400 carottes râpées et 300 lentilles. Le problème, c'est qu'on avait beaucoup de gaspillage.
Donc on a choisi, en lien avec la diététicienne qui élabore les menus, en lien avec la commission restauration, donc, qui est composée avec les différents représentants des parents d'élèves, de proposer en fait des entrées qui correspondent au choix privilégié des enfants, dont on est sûr qu'en fait ce sera mangé, qu'il y aura moins de gaspillage alimentaire. Donc ça a été vu en commission restauration. Enfin, sur les aînés. Alors en fait, avant, il y avait des menus spécifiques diabétiques ou un menu sans sel. À la discrimination, nous avons choisi l'inclusion. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'ensemble de nos menus permettent aux personnes de choisir, en fonction de leur régime alimentaire, les plats qui leur correspondront le mieux. Donc ils ont aujourd'hui plus de choix qu'ils n'en avaient auparavant. Et puisque j'ai la parole, je la garde quelques instants, puisqu'en fait, je profite de cette délibération pour faire un tout petit point. Nous sommes et remercier l'ensemble de l'équipe de la SPL Restauration Presqu'île, des élus, de tous les élus, de toutes les composantes du conseil municipal qui se sont investis depuis le début du mandat dans le cadre de cette SPL, mais aussi les agents de la ville de La Baule. Nous célébrons notre première année d'exercice après avoir repris en main la restauration collective de notre ville. Il est temps de faire un bilan et de partager avec vous pourquoi ce choix était essentiel pour notre communauté. 1. Il était essentiel pour la santé de nos enfants. Comme nous avons pu le rappeler, au cours de cette année de transition, nous avons mis l'accent sur la qualité nutritionnelle des repas servis à nos enfants. En privilégiant des aliments issus de l'agriculture biologique et des circuits courts, nous avons réduit leur exposition aux pesticides et aux produits chimiques, ce qui était une attention particulière de beaucoup de représentants de parents d'élèves. On a favorisé ainsi un développement sain et on renforce le système immunitaire de nos enfants. Essentiel pour l'avenir de notre planète, nous avons également travaillé à réduire notre empreinte carbone en choisissant des approvisionnements locaux. Cette décision a contribué à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport de denrées alimentaires sur de longues distances, soutenant ainsi la préservation de notre environnement. Essentiel, enfin, pour notre économie locale, au cours de cette année, nous avons eu le privilège de collaborer avec de nombreux producteurs locaux, renforçant ainsi les liens au sein de notre communauté et stimulant l'économie de notre région. Notre choix en faveur de l'alimentation locale a permis également de créer des emplois, et c'est important de le souligner. Essentiel pour nos aînés, les seniors, je viens de le rappeler, sont au cœur de notre engagement et nous avons œuvré pour leur offrir des repas de qualité supérieure. Des choix de menus tenant compte des spécificités des régimes alimentaires de chacun. Une alimentation saine a un impact positif sur leur bien-être et leur qualité de vie. Enfin, essentiel pour la diversité culinaire, nous avons également profité de cette année pour explorer la richesse de nos territoires, favoriser l'utilisation de produits locaux, mis en avant de nouvelles saveurs et renforcer notre culture gastronomique locale. En conclusion, nous célébrons aujourd'hui une année de transition réussie vers une alimentation locale, durable et de qualité, au service de notre restauration collective. Cependant, notre travail est loin d'être terminé et les enjeux qui se profilent sont nombreux. Notre engagement au sein du plan alimentaire de territoire couvrant les 35 communes du parc naturel régional de Brière est un pas de plus vers la promotion d'une alimentation de qualité, respectueuse de l'environnement et enracinée dans nos traditions locales. De plus, dans le cadre de la SPL Restauration Presqu'île, en collaboration avec Cap Atlantique, nous nous efforçons de mettre nos moyens en commun pour permettre au plus grand nombre d'accéder à cette alimentation locale, durable et de qualité. Merci à tous de votre engagement et de votre confiance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées? Madame English. Bon, on ne retient pas 2 fois normalement, mais bon, je tolère. Pour une bonne digestion. Merci, monsieur le maire. Donc, je me réjouis de ce constat, mais il n'a pas été répondu à ma question, en fait. J'ai bien noté qu'il y avait une commission restauration au niveau des écoles, mais il y a aussi la commission de la SPL Restauration Presqu'île, et elle ne s'est pas réunie sur ce projet de délibération, et nous l'avons découvert à la lecture de l'ordre du jour. Donc, très simplement, pourquoi est-ce que cette commission ne s'est pas réunie? Puisque, comme vous venez de l'indiquer, il y a énormément de travail, et il me paraît essentiel que sur des sujets comme cela, eh bien, on puisse travailler en concertation. Merci. Monsieur Plouvier. Alors, je vais répondre. D'un point de vue technique, la ville de La Baule est client de la SPL Restauration Presqu'île. Les parents et les représentants de parents d'élèves ont formulé une demande. Cette demande a été étudiée dans le cadre de la commission restauration et a été envoyée à notre prestataire, donc prestataire qui est la SPL Restauration Presqu'île. Et en fait, c'était une décision qui a été validée à la fois par la commission restauration et par moi directement. Mais je ne pense pas qu'on puisse, sur ce point-là, s'opposer aussi
aux décisions des représentants de parents d'élèves. Voilà. Après, à vous de... Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? En tout cas, lutter pour la qualité et contre le gaspillage, c'est aussi essentiel. Et étant donné que je fréquente au moins une fois par semaine le restaurant administratif, je peux vous assurer que la qualité des repas s'est nettement améliorée depuis que Restauration Presqu'île s'en occupe. Et notamment la diversité des choix est assez impressionnante. Vous savez qu'au début, il y a eu quelques histoires de calage, mais maintenant, c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a d'autres... Bon, écoutez, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Des abstentions? Elle est adoptée. Délibération suivante, qui est l'autorisation de donner au préfet de soumettre à enquête publique unique le dossier relatif à la promenade de mer au titre du permis d'aménager et de demande de concession du domaine public maritime. Et je laisse la parole à Daniel Rival. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le projet de requalification de la promenade de mer soumis à étude d'impact nécessite l'obtention d'un permis d'aménager après organisation d'une enquête publique d'1 mois relevant de la compétence du maire. Le permis d'aménager, c'est la compétence du maire. Dans la mesure où les futurs travaux empiètent pour partie le domaine public maritime du fait de la reconstruction du mur en encorbellement, une demande d'autorisation de concession du domaine public maritime, donc le DPM, doit être établie conjointement. Cette autorisation préfectorale est elle-même assujettie à enquête publique diligentée par monsieur le préfet. En pareille situation, le Code de l'environnement dispose de l'obligation de conduire une enquête publique conjointe, donc c'est-à-dire pas 2 enquêtes publiques, mais une conjointe, et c'est pour ça que cette délibération nous demande à monsieur le maire qu'il autorise monsieur le préfet à diligenter cette enquête publique sur le permis d'aménager en même temps. Donc, en pareille situation, le Code de l'environnement dispose de l'obligation de conduire une enquête publique conjointe aux 2 procédures à l'initiative de l'État. En amont de cette démarche, il est nécessaire de solliciter le préfet pour mettre l'enquête publique du dossier, incluant 2 procédures en raison de cette double compétence. Donc, je vous propose d'approuver le dossier afférent et de solliciter monsieur le préfet pour diligenter cette enquête publique conjointe qui se déroulera à l'automne. Et normalement, alors ne prenez pas ça pour une date bien précise, mais normalement, devrait se dérouler du 11 octobre au 11... du 11 octobre au 11 novembre 2023. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions particulières, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions à cette délibération? Elle est adoptée. Délibération suivante, qui est la cession après déclassement du domaine public d'un délaissé communal d'environ 90 mètres carrés, impasse du Puy. Et je laisse la parole à Caroline Blond. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, les propriétaires de la parcelle CV209 située à l'angle de l'impasse du Puy et de la route de Kerduran sollicitent de longue date l'acquisition d'un délaissé de voirie localisé au droit de la surface de leur habitation, arpenté finalement selon une superficie de 90 mètres carrés par le cabinet Atlantique Géomètre Expert missionné pour la délimitation et la division du domaine public de l'emprise en question. Par une première délibération du 28 avril 2023, vous avez approuvé la désaffectation et le classement du domaine public communal de cette emprise de près de 90 mètres carrés, qui a donc été clôturée pour en empêcher le stationnement et qui donc n'est plus en libre accès depuis des mois. Cette procédure a été conduite sans qu'aucune personne ne s'y oppose et suivant l'accord intervenu avec les demandeurs, la ville accepte donc de céder la totalité de l'espace déclassé. En conséquence, je vous propose de confirmer le déclassement opéré sur la totalité de l'emprise du délaissé situé au droit de la propriété rue Cordel et donc pour une superficie d'environ 90 mètres carrés, d'approuver la cession auprès des consorts Cordel du dit délaissé communal représentant une superficie toujours d'environ 90 mètres carrés et ce au prix de 50 € par mètre carré, moyennant la prise en charge des frais liés à l'établissement du document d'arpentage de l'acte notarié par les acquéreurs. Et donc, en conséquence, autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer l'acte authentique de transfert de propriété et toutes les pièces subséquentes à la réalisation de cette opération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Caroline Glon. Est-ce qu'il y a des observations et des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Délibération numéro 6, qui est l'attribution d'une subvention exceptionnelle au profit de Madame Milena Sureau. Et je laisse la parole à Sophie Douchin. Merci, monsieur le maire, chers collègues.
Depuis 2 ans, la ville de La Baule-Escoublac a décidé de soutenir les athlètes de haut niveau portant les couleurs de la commune via l'attribution de bourses municipales. Nous souhaitons élargir ce soutien aux sportifs de haut niveau de la presqu'île dans la catégorie handisport, comme la Bauloise Milena Sureau. Celle-ci pratique le para-badminton à un haut niveau dans la catégorie senior et s'entraîne régulièrement à Rennes au centre CP para-badminton mixte, Maison de la Performance Bretagne et au club Mandulfin. Elle est actuellement classée 7e mondiale dans la course aux Jeux paralympiques de 2024 et première française. Au dernier championnat d'Europe, elle a eu 2 médailles d'argent, l'une en simple et l'une en double. Madame Milena Sureau exerce aussi la profession de paludière à Guérande. Elle doit donc, lors de ses compétitions et ses entraînements, garantir la continuité de son exercice via le recours à un assistant pendant ses périodes d'entraînement et de tournoi. Dans le cadre de la politique d'attribution de bourses municipales aux athlètes locaux de haut niveau initiée par la ville, il vous est donc proposé de voter une subvention de 700 € afin de l'aider au financement de ses frais de déplacement et d'entraînement et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention jointe à cette délibération. Merci beaucoup, Madame Douchin. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette délibération numéro 6 ? Nous sommes déjà dans l'élan des Jeux olympiques et paralympiques. Écoutez, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? La délibération est adoptée. Délibération numéro 7, qui est l'approbation de subventions au profit d'associations. Et là, nous aurons des déports, des élus siégeant à l'OMS, Christophe Mathieu et Sandrine Levoidec. Et je laisse la parole à Bertrand Plouvier. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme vous venez de le rappeler, l'article 432-12 du Code pénal dispose que toute personne investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans les associations bénéficiaires ou de subventions constitue une infraction de prise illégale d'intérêt. Tout élu qui serait intéressé aux associations subventionnées listées dans la présente délibération a été invité à quitter la salle du conseil municipal et s'abstenir de participer au vote et au débat. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'un montant de 50 000 € était inscrit au chapitre des subventions du budget primitif 2023 au bénéfice des clubs sportifs affiliés à l'Office municipal des sports. Il est précisé que ce montant de 50 000 € était le premier versement d'une enveloppe globale de 100 000 €. Aujourd'hui, il vous est proposé, au travers de cette délibération, d'attribuer le second volet de 50 000 € au profit de l'Office municipal des sports. C'est l'Office municipal des sports qui proposera la répartition de cette enveloppe au profit des clubs sportifs, répartition qui vous sera communiquée ultérieurement aux membres du conseil municipal une fois qu'elle aura été décidée. Par ailleurs, en séance du 24 février 2023, le conseil municipal s'est prononcé sur le vote de la participation obligatoire aux écoles du secteur privé. Le montant initial était de 320 000 €, auquel s'ajoutait la participation aux frais de restauration pour un montant de 115 000 €. L'arrivée de nouvelles familles, la scolarisation de nouveaux enfants est un signe de vitalité pour notre ville et du fait de l'accroissement du nombre d'élèves baulois, il est proposé d'augmenter cette participation de 23 306,23 €, soit au total 343 306,23 € et de 10 000 € pour la restauration, soit un total de 125 000 €. Enfin, troisième volet de cette délibération, le Secours populaire, association nationale reconnue et dont la section locale est très active, qui œuvre au quotidien pour venir en aide aux personnes en difficulté. Cette association nous a sollicité pour une subvention de 1 000 € afin de faire face à l'augmentation des besoins de plus importants sur le terrain. Il vous est proposé d'approuver ces subventions et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à procéder à leur versement. Est-ce qu'il y a des observations et des questions sur cette délibération ? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions? Elle est adoptée. Délibération numéro 8, qui est l'approbation d'une subvention au profit du Festival de la fiction et documentaire du film politique. Je laisse la parole à Jean-Philippe Dupuis. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, l'association Festival de la fiction et du documentaire du film politique, présidée par Madame Anne-Catherine Mendez, organise à la Baule-Escoublac la 4e édition de ce festival qui se déroulera du 5 au 8 octobre 2023. Le siège de la structure organisatrice de cet événement est domicilié au sein de la commune. La précédente édition de ce festival s'est déroulée en 2019 à Porto Vecchio, en Corse, mais depuis la crise sanitaire
a été un frein à l'organisation de ce festival qui commençait à prendre de l'ampleur. La ville de La Baule-Escoublac, par son soutien financier à cette manifestation, veut démontrer sa volonté de se positionner comme un acteur majeur dans l'accueil de festivals de films au sein de la région des Pays de Loire, terre de développement du cinéma. Il vous est donc proposé d'approuver la convention jointe à la délibération et d'autoriser le versement de la subvention correspondante à l'association pour un montant de 30 000 €. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette délibération? Oui, Madame Rival. Merci, Monsieur le maire. Je voulais simplement préciser que lors de la commission finances, sur la subvention de ce festival, beaucoup d'élus de la commission se sont interrogés du fait déjà que ce festival n'avait pas eu lieu depuis de nombreuses années. Et en fin de compte, on s'est tous renseignés, hein, et même Anne Boyer a été très pertinente sur ce sujet, mais le fait qu'on se soit tous renseignés, il y avait eu un avis par la suite favorable de la commission finances. Je voulais le préciser parce qu'au début, c'est vrai qu'on se posait les questions, le pour qui, pourquoi, quoi. Et nous sommes allés à la chasse aux infos. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Oui, Madame Marchais. Si, Monsieur le maire. Je vais un peu rebondir sur ce que vient de nous dire Madame Danielle Rival. Il est vrai que ce projet de festival est présenté abouti. Il est déjà abouti, que la convention ne détaille pas beaucoup la prestation, que le nom du président d'association qui apparaît sur la délibération écrite que vous avez corrigée verbalement, Monsieur Dupuis, n'est pas le même que celui de la convention, que cette association s'est domiciliée à La Baule assez récemment. Pour autant, je me suis renseignée aussi, et au vu des éditions précédentes, l'événement paraît qualitatif. C'est pourquoi nous allons privilégier le fond à la forme et voter pour cette subvention importante pour encourager cette manifestation d'arrière-saison. Et ça, c'est important. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Délibération suivante, qui est la numéro 9, qui est l'approbation du règlement d'attribution des subventions communales versées aux associations de la ville de La Baule-Escoublac. Je redonne la parole à Jean-Philippe Dupuis. Merci, Monsieur le maire. La Baule-Escoublac soutient activement l'ensemble des associations bauloises qui sont principalement culturelles ou sportives. Celles-ci, par leur activité, participent fortement au rayonnement de notre ville balnéaire. Engagée dans une démarche de transparence vis-à-vis des associations sollicitant une aide financière auprès d'elles, la ville souhaite leur préciser ou rappeler les modalités d'examen, d'attribution et de versement de ces subventions. Pour cela, un projet de règlement a été établi et est soumis à ce jour à l'approbation du conseil municipal. Il précise notamment les points suivants: les éléments permettant de déterminer l'éligibilité des projets ou actions subventionnées, la procédure de dépôt et d'instruction du dossier, les obligations administratives et comptables demandées aux associations pour prétendre à l'attribution d'une subvention, la durée de validité des décisions prises par les instances communales attribuant ces subventions. Pour information, la commission des finances, réunie le 11 août et qui a examiné ce règlement, a émis un avis favorable. Il vous est donc proposé d'approuver le règlement d'attribution des subventions communales des associations à la ville de La Baule-d'Escoublac qui est 6 juin à la délibération et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations quant à cette délibération? Monsieur Renaud. Oui, juste une question, Monsieur le maire. Est-ce qu'on va passer un jour pour les associations à une version complètement numérique où il faudra toujours déposer le dictionnaire là, qui est 40 pages de papier qu'on doit déposer à chaque fois? C'est une très bonne réflexion, Monsieur Renaud. Mais tout le monde, la mairie ne peut pas imposer non plus un fonctionnement à des associations qui n'ont parfois pas toujours les moyens, si ce n'est des gens qui sont capables de pouvoir tout passer en numérique. Donc, plus on le passera en numérique, mieux ce sera.
mais c'est vrai qu'il y a encore quelques efforts à faire en la matière, comme pour certains conseillers municipaux aussi, qui aiment bien avoir le papier. Monsieur Dupuis. Vous avez tout à fait raison, mais l'essentiel, c'est de pouvoir se dire que jamais une subvention a été refusée pour des problèmes finalement d'instruction du dossier. Les services sont toujours à la disposition et toujours très conciliants pour finalement les traiter, même s'ils ne sont pas tout à fait complets. Autre question? Fonctionnement? Écoutez, s'il n'y en a pas, je propose de mettre au voie. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération numéro 10, qui est le rituel tableau des effectifs au 1er septembre 2023. Et je laisse la parole à monsieur Bruno Denis. Merci, monsieur le maire. Effectivement, je cède au rituel afin de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité voté par l'Assemblée délibérante. Il est nécessaire de transformer ou créer des emplois destinés à répondre aux besoins de la collectivité à la date du 1er septembre 2023 en matière de recrutement, d'avancement de grade et de nomination à des grades supérieurs après réussite à des concours ou à des examens professionnels d'agents municipaux. Pour information, pour le personnel titulaire dans la filière administrative, il s'agit de créer un poste d'attaché principal, un poste de rédacteur et un poste adjoint administratif principal deuxième classe. Et de supprimer un poste d'attaché, un poste de rédacteur principal deuxième classe, un poste d'adjoint administratif. Étant précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2023, il vous est proposé d'adopter le tableau des effectifs annexé à la délibération. J'ajouterai qu'il n'y a pas d'incidence financière comme vérifié en commission finances. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Alors, on a épuisé l'ordre du jour et je vais laisser la parole aux questions diverses s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions diverses particulières? Madame Garon. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors moi, je voulais aborder avec vous 2 points plus informatifs. Alors le premier concerne notre réserve communale qui, comme vous le savez, a été mobilisée cet été dans le cadre du plan Vigiforêt. Et je tenais à remercier donc nos réservistes qui ont bien joué le jeu, qui se sont mobilisés, qui étaient ravis de cette présence active dans notre forêt. Donc 2 après-midi par semaine, à peu près du 15 juillet jusqu'au 20 août. Ce qui leur a permis initialement, c'est bien évidemment de faire du repérage et de signaler tout danger émanant de la forêt, notamment risque incendie. Ils viennent en relais de la police municipale et des services des espaces verts qui ne peuvent pas se déployer partout et toute la journée et toute la semaine. Ils ont également fait un gros travail de pédagogie et j'étais avec eux ce matin au service des espaces verts. On a eu l'occasion de leur faire visiter les serres municipales. C'était également un moment d'échange avec nos agents de service. Donc voilà, donc je voulais en premier point et en préambule les remercier et vous dire que je pense que très probablement, en tout cas, ils sont motivés pour renouveler l'initiative l'été prochain. Donc on a eu de la chance cet été de ne pas avoir trop chaud. Et si dorénavant ça devait se renouveler, ils seront prêts à nous aider. Le deuxième point beaucoup plus classique, c'est la rentrée. Donc je suis navrée, mais on est le 25 août, donc la rentrée approche à grands pas. Donc je vais faire un petit point avec vous assez rapide. Les effectifs sur notre commune et dans nos écoles sont globalement stables cette année. On note globalement stable, on note quand même une augmentation des maternelles et des plus petits, ce qui est assez encourageant pour la pérennité des effectifs dans les années à venir. Concernant le regroupement des Pléiades, qui avait pu susciter beaucoup d'inquiétudes avant l'été, je tiens à rassurer tout le monde, et surtout les parents et des enfants qui sont scolarisés aux Pléiades. Tout s'est très bien passé cet été. Aucune mauvaise surprise, aucun retard. Donc les enfants seront accueillis dans les bonnes conditions le 4 septembre prochain. Il restera, comme c'était prévu, des finalisations, des petites peintures à faire en intérieur et la cour à finaliser en extérieur au niveau des maternelles. Tout ça serait réalisé aux prochaines petites vacances. Je vais également faire un petit focus sur le centre de loisirs qui a fait son premier été à Paul Minot. Alors, tout le monde est extrêmement content. Les parents, tout d'abord, ainsi que les enfants. Tout le monde note une amélioration qualitative de l'accueil, plus d'espace, moins de bruit et une température beaucoup plus agréable pour tout le monde.
Les locaux sont également très adaptés aux différentes tranches d'âge, vu que sur le même site, on peut accueillir et les maternelles et les élémentaires, notamment avec des sanitaires et des salles de restauration adaptées, une salle spécifique pour la sieste des plus petits. Et enfin, la MJC a bien souligné également la facilité de faire des sorties multiples et faciles due à la localisation de Paul Minot. La mutualisation des locaux s'est très bien passée. L'équipe enseignante de Paul Minot a bien joué le jeu. Et il faut dire que la proximité directe de la direction de la jeunesse et de la solidarité est un vrai plus pour que tout ce petit monde cohabite dans les meilleures conditions. Et dernier point, pour rebondir sur les propos de tout à l'heure et de Bertrand Plouvier, d'un point de vue restauration, pas d'augmentation des tarifs cette année à la rentrée. Nous finalisons le travail sur la tarification au quotient familial avec le taux d'effort, qui devrait du coup aboutir à des modifications normalement à l'horizon de début 2024. Et nous avons travaillé avec le service communication pour élaborer un guide afin de faciliter l'usage du portail famille et du service de la restauration, car nous avons pu constater au cours de cette première année qu'il y avait parfois encore quelques ratés, notamment en termes de démarches à réaliser pour inscrire ou désinscrire son enfant et également pour pouvoir faire les règlements de la cantine. J'invite tous les parents à souscrire le plus rapidement possible au prélèvement automatique, ce qui est quand même bien plus facile et pour eux et pour les services pour fluidifier un petit peu les règlements qui ont lieu mensuellement. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces éléments, pour notamment la rentrée. Je vais laisser la parole à Madame Marchais. Merci, Monsieur le maire. C'est un peu moins drôle. Enfin, pas que ce soit drôle, Madame Garand. C'est un peu moins... Voilà. Je voudrais évoquer avec vous ce soir le monstre aux 4 yeux qui circule dans la ville depuis 1 ou 2 mois et qui ne manque pas de faire réagir. Je parle de la voiture radar équipée de 4 caméras qui sillonnent la ville et qui verbalisent sans faille, sans discernement, tout véhicule stationné sans s'être acquitté de la redevance réglementaire. Le traitement des infractions relevées doit également être validé par un agent. Ça n'a pas évité le massacre. Exemple. Je suis un commerçant et je m'arrête un instant devant mon commerce, le temps de décharger mon véhicule avant de partir me stationner. Flash, PV. Je suis un artisan, j'interviens dans un immeuble et j'ai besoin de mon équipement. Flash, PV. Je suis un agent de propreté pour une entreprise de nettoyage et d'entretien des immeubles en copropriété. Je me gare le plus près possible. J'ai besoin de mon matériel. Flash, PV. Je paie mon stationnement, mais je dépasse un peu l'horaire. Flash, PV. Les situations se sont multipliées pour les artisans, les commerçants et bien sûr les usagers. En l'absence de procès verbal sur le pare-brise, pour certains, ce fut plusieurs amendes à payer. Monsieur le maire, l'arrivée de cette nouvelle méthode est très mal vécue par les professionnels du centre-ville et les professionnels qui interviennent en centre-ville. Là où nos agents de police, ASVP, étaient en capacité de faire preuve d'analyse de situation et de discernement, je me suis perdue dans ce que j'avais à vous dire, ça va revenir. La machine exécute et verbalise en grand nombre et des professionnels. Ce dispositif de véhicule de contrôle a ses limites. Il ne règle pas les problèmes les plus graves à mon sens, notamment le stationnement gênant ou dangereux sur les trottoirs ou sur les places de livraison. C'est franchement une calamité. Il ne dispense donc pas de la présence quotidienne des agents de surveillance qu'on voit pourtant un peu moins sur certains périmètres. Monsieur le maire, j'ai 3 questions, 2 techniques et une autre. Le traitement des infractions recensées doit réglementairement passer par la validation d'un agent pour vérification. Pouvez-vous m'assurer que si le paiement à l'horodateur est postérieur de quelques minutes au passage de la voiture radar, l'infraction ne sera pas retenue? Les véhicules porteurs d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, lorsqu'elles viennent de l'extérieur et qu'elles ne sont pas recensées sur la boule, sont-elles bien distinguées? Et puis, pour finir, que répondez-vous ce soir, monsieur le maire, aux commerçants, artisans, employés et autres travailleurs qui se demandent si votre formule « travailler au pays des vacances » les concerne aussi, ou si elle s'adresse seulement aux télétravailleurs? Merci. Je vais laisser la parole à monsieur Lequéré. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, je vais répondre à cette question. Donc cette formule qui est donc le LAPI, donc on a donc un passage d'un véhicule pour justement voir si les personnes ont payé leur rodateur, ce qui est dans toutes les autres villes
le cas. Évidemment, on est passé à une autre dimension. C'est plus l'ASVP ou la personne qui était la police municipale qui, en fin de compte, passait et souvent, malheureusement, ne mettait pas de PV. Donc, on était dans une ville où on n'avait jamais de PV. Donc, plus habitude. On est passé sur un système où, en fin de compte, là, maintenant, ça nous permet aussi d'avoir des emplacements qui tournent davantage, qui incitent logiquement les commerçants, comme vous le dites bien, les commerçants, les employés, à plutôt aller du côté du parking de la Poste. Et je répondrai à votre analyse du mois dernier où j'étais absent, où en fin de compte, dans l'abonnement, le parking de la Poste en fait partie. Par contre, les autres parkings enclos n'en font pas partie. Voilà, ça a été quelque chose qui a été acté. Pour revenir sur votre remarque, on a mis en place cette solution pour aussi laisser la part belle à la police municipale pour pouvoir agir sur des stationnements gênants qui sont dans la ville. Et Dieu sait, ils font leur travail, et je pense que Bruno pourra me contredire, mais ils font vraiment leur travail. Hein, bon. Donc tu ne me contredis pas, bon, c'est bien. Non, ils font vraiment leur travail. Et si on parle des emplacements à handicap, d'une part, ils sont bien à l'écart de ces contrôles, c'est-à-dire que le LAPI passe et automatiquement, évidemment, ils ne sont pas verbalisés. Même si, par exemple, ils n'ont pas leur place sur un emplacement handicap parce qu'il n'y en a plus, ils sont sur un emplacement payant classique, ils ont le macaron et donc ils sont reconnus. Et si toutefois, ils n'étaient pas reconnus sur la vidéo, sur la photo, il y a donc la possibilité de faire un recours. Si on fait un recours, la personne, évidemment, envoie les justificatifs et automatiquement, elle rentre dans le dossier et de façon à pouvoir, justement, éviter que ça puisse être une nouvelle fois arrivé. Ça, c'est donc le deuxième point. Le troisième point, c'était sur les commerçants. La question est importante aussi concernant la voiture. Elle passe régulièrement. Je me stationne, je vais m'acquitter. Je ne suis pas arrivé à l'horodateur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans ces cas-là, vous avez la possibilité de porter une réclamation écrite et en disant que vous êtes, par exemple, commerçant à cet endroit, vous pouvez... C'est pas ça. La personne se stationne sur une zone payante. Les horodateurs, enfin, moi je vois bien, au niveau de mon commerce, on me le demande 5-6 fois par jour. Où est l'horodateur? Les gens mettent un peu de temps à aller à la machine. Si la voiture est flashée avant de s'être acquittée de son paiement, eh ben là, ça pose un gros problème, monsieur Lequéré. Oui, mais enfin, ceci étant, il faut faire un recours. Encore une fois, il faut faire un recours. Il n'y a que ça. Il n'y a que le recours qui peut en fin de compte rattraper il y a donc, encore une fois, je pense que Bruno pourra vous répondre aussi, mais il y a une commission qui est donc réunie et qui, en fin de compte, analyse les recours. Et souvent, il y a donc évidemment une annulation du PV. Mais il faut que ça soit justifié, encore une fois. Maintenant, une personne qui dépasse l'horaire, vous allez à Nantes, vous allez à Saint-Nazaire, vous allez ailleurs, vous dépassez l'horaire, vous prenez la prune. Bon, juste, monsieur Misset, peut-être, parce que aussi il y a le travail tout en aval et en amont sur la sanction. Pour revenir sur la question sur les stationnements gênants ou dangereux, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas limités aux zones de stationnement réglementées. Et donc la police municipale passe aussi dans toute la ville, y compris dans les zones non réglementées, pour faire respecter les stationnements, qu'ils soient gênants ou dangereux. Donc ils ne sont pas systématiquement sur les zones où il faut payer son stationnement. Bon, écoutez, d'abord, je pense que ce sujet-là n'est pas une nouveauté, parce qu'on a tous voté, bien évidemment, le dispositif qui avait été mis en place par la société EFIA. Il y a deux éléments qui ont motivé l'organisation du stationnement. D'abord, c'est la demande des commerçants. Ce n'est pas la demande des concitoyens, c'est la demande des commerçants qui nous demandent d'éviter d'avoir des voitures tampons en face de leur magasin parce qu'ils savent très bien que, comme vous savez, le travail vient avec la voiture. C'est pour ça que c'est une raison pour laquelle il est toujours très difficile de faire des rues piétonnes parce qu'ils veulent justement que les voitures passent devant leur magasin. Et ils veulent surtout qu'il y ait un turnover. Donc à la demande des commerçants, demander de réglementer de façon plus drastique l'ensemble des stationnements. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, franchement, payer des agents avec l'argent des Baulois pour mettre des contraventions aux Baulois, c'est une approche
qui m'est pas tellement familière. Je préfère que ce soit une entreprise privée qui s'en occupe. À partir de là, nous, on veille à ce que les choses soient faites dans les règles. C'est la raison pour laquelle il y a bien évidemment une commission qui se réunit régulièrement et qui voit, lorsque les délais, par exemple, impartis entre le retrait du ticket et la sanction sont très courts, bien évidemment, la sanction, elle est levée. Lorsque la situation fait que la personne n'a pas été enregistrée avec sa carte de personnes ayant un handicap, de ce fait-là, on l'enregistre, etc. Donc il y a eu au départ quelques calages. Mais franchement, en termes d'organisation de stationnement, d'abord les coûts des stationnements sont bien inférieurs aux autres communes qui sont les nôtres. Deuxièmement, je pousse quand même aussi les uns et les autres à prendre des abonnements. Ça correspond à quelques euros par mois, et ce qui permet d'avoir une liberté totale pour le stationnement, notamment voirie, ce qui est quand même indispensable. Et le fait est, c'est qu'une bonne organisation, surtout l'été, du stationnement n'est pas inutile, parce que comme vous le savez, on investit beaucoup dans les autres formes de mobilité aussi. On est pour la voiture, mais on est aussi pour le vélo. Et de ce fait-là, il est important pour nous qu'on puisse avoir la possibilité de pouvoir avoir, lorsqu'on passe de 18 000 à 180 000 habitants, une ville qui puisse absorber cette circulation. Et franchement, quand j'ai vu cet été, il y a eu quelques embouteillages, bien évidemment, comme c'est le cas, et souvent dans les périodes un peu tendues. Mais honnêtement, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Et c'est vrai que dans les premiers jours, nos vacanciers prennent encore la voiture, puis après ils s'aperçoivent que le terrain est vraiment plat et que le vélo est bien utile. Bon, et que c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, tout ça fait que c'est, je dirais, l'ensemble des mesures qui sont mises en place qui sont utiles. À la fois le règlement de le stationnement, à la fois la mobilité avec les vélos. Je ne sais pas si Xavier aura l'occasion de le dire, mais ça a été encore un succès. Les locations de vélos, c'est indispensable parce que ça nous permet aussi d'absorber cette circulation. Et puis, nos policiers, ils sont là pour protéger les biens et les personnes. Ça, c'est leur priorité. Ils ne sont pas là pour remettre des contraventions. Donc ça peut être tout à fait du domaine privé. Moi, je veux que les policiers soient là pour protéger bien les personnes. Et on l'a vu cet été, on est bien content d'avoir cette mobilisation forte de policiers, que ce soit police nationale, police municipale et les forces mobiles, qui ont permis d'avoir une ville plus sereine, ce que recherchent aussi les gens. Oui. J'ajouterais simplement que la dernière commission qui s'est réunie a validé toutes les demandes de recours. Donc, il n'y a pas eu un recours qui n'ait été accepté à la dernière commission. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, monsieur Luc Demeaux. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. C'est en tant que président de l'avenue La Jarige, et je représente les commerçants qui sont inquiets, car nous avons de plus en plus de visites de personnes qui viennent s'installer sur les trottoirs. Hier, ils étaient 5. Alors, je ne sais pas, ils se déportent. Ils étaient 5 à être installés entre le petit Carrefour Market, la laverie. Ils se permettent même de rentrer dans les établissements. Il y en a un qui a fait sa sieste tout l'après-midi. Donc, ce qui se passe, c'est que les personnes qui font leurs courses échangent de trottoir parce qu'elles n'ont pas envie d'être sollicitées pour qu'on leur demande sans arrêt. Alors, avant, il y en avait un. Ils sont montés à 2, après à 3. Maintenant, il y a une femme en plus, ils sont à 5. Donc, la police vient, bien sûr, mais ils reviennent. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes inquiets pour l'avenir. Et puis surtout qu'il y a des personnes qui ne sont pas patientes, des commerçants. Et ce que j'ai peur, c'est qu'il y en a un hier, il a failli s'énerver énormément et il serait en tort après. Alors, donc, voilà. Merci, monsieur Demeaux. Vous pourriez préciser quand même que si vous êtes inquiet en tant que président du secteur La Jarige, franchement, la dynamique de La Jarige depuis 3 ans, on ne peut pas dire qu'on peut être inquiet, et c'est peut-être la rançon aussi du succès, c'est que tout le monde veut venir, même certains qui ne sont peut-être pas désirés, mais en tout cas, c'est une avenue qui a retrouvé des couleurs, et j'en suis ravi. Quant au sans domicile fixe, comme on dit sur la voie publique, il y a quand même la liberté d'aller et de venir, qui est un principe fondamental du droit. On va finir, et qui est important, qu'il faut faire respecter. Et je sais que la police municipale est très vigilante là-dessus, pour éviter bien évidemment qu'il y ait des tensions entre les uns et les autres lorsque des personnes de ce type se promènent, notamment avec des animaux. Peut-être que Bruno veut rajouter quelque chose. Oui, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à les appeler, même plusieurs fois de suite, pour qu'ils passent. Voilà. Autre question. C'est ce que nous faisons. Oui, excuse-moi. Nicolas Père. Oui, bonsoir mes chers collègues. Juste pour une petite information, alors comme tous les ans,
L'ensemble des équipes d'Atlantia est en train de se mobiliser pour vous préparer et vous présenter la nouvelle saison culturelle qui va donc s'étaler sur la fin de l'année 2024 et 2023 et le début 2024. Ce sera présenté lors d'une cérémonie le 4 septembre, lundi 4 septembre, à partir de 18h. Et donc, je vous convie tous à venir y participer. C'est une présentation gratuite et on aura évidemment quelques-uns des artistes qui viendront présenter leur spectacle et nous donner un avant-goût de ce que nous pourrons aller voir tout au long de la saison de cet hiver au sein du Palais des Congrès et des Festivals de la Baule. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et encore bravo pour la saison estivale de Dryade, parce que franchement, ça a été un très beau centenaire. Monsieur Renaud. Merci, monsieur le maire. Une observation concernant le sujet du stationnement avant. Nous avons noté, dans des quartiers que je connais bien, que le monstre dont on parle a tendance à engendrer une conséquence, c'est que les gens vont se garer dans les rues immédiatement ou très proche du centre. Alors, c'est une question dont on a déjà débattu en commission, qu'on reverra avec Xavier Lequeré, parce que c'est vrai que c'est un peu la tendance à dire, pour ne pas se faire avoir par la machine à donner des prunes, on va stationner ailleurs, quitte à enquiquiner un petit peu tout le monde. J'avais deux petites observations. On m'a fait remarquer cette semaine qu'il y avait eu des panneaux installés autour du stade de rugby. Les gens se sont un peu étonnés. Alors j'ai vu tout à l'heure Christophe Mathieu qui m'a donné la réponse, parce que c'est peut-être pas mal qu'on la donne aux gens qui habitent pas très loin, parce qu'ils disent mais qu'est-ce que c'est que ces panneaux? Alors j'aurais dit c'est pas pour vous empêcher, vous octogénaires ou nonagénaires, de voir le rugby par-dessus la clôture. Je pense que c'est pas ça, il faut donner la bonne. Et la deuxième observation, j'ai trouvé, je vous avais posé la question, monsieur le maire, fin juillet, sur les marchés nocturnes. J'avais trouvé qu'on n'avait que 5, c'était pas beaucoup. J'ai constaté que ça marchait très bien, je suis allé plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens à qui ça convient. Vous m'aviez répondu, oui, mais bon, en termes de sécurité, bon, c'était un peu gênant. Mais je trouve quand même c'est dommage de ne pas en faire plus, parce que ça marche vraiment bien. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être laisser la parole à Christophe et puis à Laurence. Deux observations. D'abord, c'est dommage que vous n'êtes pas venu à la visite, à la pré-visite des installations. Vous auriez vu quelle était la raison de ces pare-vues qui sont installés. Et c'était une visite tout à fait intéressante. Et sur les marchés nocturnes, point trop n'en faut aussi. Vous savez, un principe de base, c'est qu'il ne faut pas non plus généraliser des choses qui ont toujours du succès. Il faut justement les maintenir à la hauteur de la qualité des prestations. Peut-être Christophe sur ces éléments-là. Merci, monsieur le maire. Donc, comme tout à l'heure, j'ai expliqué, donc là, devant tout le monde, l'occultation pour le stade et pour toutes les maisons, c'est tout simplement pour éviter l'espionnage sportif. On est dans la Coupe du Monde. Les Argentins ont fini déjà 3e de cette Coupe du Monde. Et donc, ils ne veulent pas que les gens aient la possibilité de venir filmer, prendre des images. On a retrouvé dans différents endroits en France ou ailleurs des gens qui louaient leur chambre justement pour que certaines équipes viennent avant les matchs pouvoir voir les plans et les tactiques qu'ils mettaient en place. Donc voilà, c'est pour ceci que ça a été occulté. Laurence, peut-être sur les nocturnes. Alors, merci pour votre appréciation très positive des nocturnes. Je pense que ça reste un très beau rendez-vous intergénérationnel et qui permet à toutes les familles, quelle que soit leur bourse, de se faire plaisir en famille ou entre amis. Je pense que c'était bien de finir à la date à laquelle on a fini. Vous voyez, parce qu'en fait, quand on en faisait une après, ça faisait un peu fin de saison et c'était un peu moins dynamique. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que cette année, on n'avait pas pu faire celle du vendredi 14 juillet parce que c'était le 14 juillet, qu'on a commencé un peu tard et qu'en avoir une, voilà, en début, je dirais, pour lancer la saison à la mi-juillet, ça sera pertinent. Donc, on retient votre remarque pour l'année prochaine. Avec une vigilance accrue l'année prochaine sur les renforts. Je tiens à vous le dire qu'il est possible qu'on ait aussi des mauvaises nouvelles. On ne pourra peut-être pas faire toutes les manifestations qu'on veut faire, parce que si les renforts sont très fortement diminués, on sera dans une situation où, bien évidemment, on ne peut pas prendre de risques. Hein. Donc, du fait des Jeux Olympiques et Paralympiques, on verra ça cet hiver, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Est-ce qu'il y a... Oui, Christophe Mathieu. Merci, monsieur le maire. Donc, juste quelques petites, après la rentrée des classes d'Annabelle, moi, j'ai quelques dates. Donc, on a le Pardon, l'association qui finit ce week-end au Dryade. Donc, encore une belle association au niveau du patrimoine. Et puis, le 1er septembre, encore une fois, au Dryade, malheureusement, il n'y a plus de place gratuite. Tout était gratuit. Donc, on accueille les Pumas.
Et donc, je vous invite quand même à venir le 13 septembre, puisque là, pour le coup, l'entraînement sera ouvert au public, avec des places gratuites pour tout le monde. En tout cas, 2000 places. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Le 3 septembre, on a aussi la possibilité de venir, comme cet été, sur la plage, mais là, ça sera place de la Victoire, s'entraîner sur des plateaux de rugby avec le bus de la Coupe du Monde. Donc, intéressant, du coup, puisque tous les enfants vont être rentrés. Et puis, une 36e édition du triathlon de la Baule, le 23 et le 24 septembre, donc aussi une grosse rentrée sportive, sans oublier qu'avec la rentrée des classes, les associations ouvrent leurs portes aussi, donc ne les oubliez pas. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Monsieur Dupuis. Oui, je me permets de compléter en rappelant que toutes les manifestations du Dryade du Pardon sont gratuites. C'est la seule manifestation gratuite dans le cadre des Dryades pendant le vendredi, samedi et dimanche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors moi, j'aurais, pour finir, à vous rappeler la date des sénatoriales, dimanche 24 septembre, avec des élections obligatoires, comme vous le savez. On reste à votre disposition. On vous donnera des éléments plus précis. Le cabinet vous donnera des éléments plus précis sur le déplacement. Et puis, notre prochain conseil municipal aura lieu vendredi 29 septembre, ici dans cette salle, et il est possible que là aussi sera précisé, on fera une photo, comme il y a eu des nouveaux arrivants, et on fera une photo à 17h30 de l'ensemble du conseil municipal à l'extérieur, ce qu'on n'en avait pas fait auparavant. Voilà. Eh bien écoutez, la séance est levée, et passez une bonne soirée. Merci beaucoup.